3 frères promettent de venger la mort de leur sœur tuée par la famille Elizondo. Mais ils n'avaient pas prévu de tomber amoureux des filles de cette famille. Si tu te trompes, tu Le crime de leur sœur restera-t-il impuni? Parce qu'on n'est pas venu pour faire cas. Gavilanes, aujourd'hui à 14 h sur France 3 Corse via Steel. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem, première partie. Bienvenue Christina, ça va? Ça va et vous? Impeccable. Bonjour tout le monde là. Et puis bonjour Célia. Et puis bonjour Célia. Qui est en direct avec nous depuis le rallye de Corse historique. Oui, oui, c'est à toi Célia, on t'entend tes bêtissements. Ça va? Ça va? Oui, c'est à toi, je te promets. Stéphane. Ah ben non. C'est les joies du direct, hein. C'est Voilà. les joies du direct, vous l'avez compris. Donc il y a Célia qui est en direct du Tour de Corse historique, elle est du côté de Vico. On va la retrouver tout au long de l'émission, c'est l'actualité qui veut ça. Mais il y a quelqu'un d'autre qui nous attend aussi du côté de Patrimonio. C'est Francesca. Allez Francesca, elle est prête elle? Oui. Et oui, toujours ravie d'être avec vous. Je suis ici à Patrimonio, comme vous le savez. Patrimonio réputé pour ses vins, pour ses vignobles qui s'étendent sur plusieurs centaines d'hectares et qui regroupent à peu près 36 viticulteurs. Je vous propose de faire un petit topo en images. On se retrouve tout à l'heure. Premier en Corse à avoir obtenu en 1968 l'appellation d'origine contrôlée pour ses vins, le vignoble de Patrimonio franchit cette année 2014 une étape supplémentaire avec sa classification comme site protégé. Approuvé par le ministère de l'Écologie et du Développement durable le 1er août dernier, le classement de ce vignoble met en valeur ce terroir exceptionnel, tant sur un plan agricole que paysager. Il invite l'agriculture et la viticulture à tendre vers une production bio, également permettra dans les années à venir de protéger le paysage de toute construction abusive. Le vignoble de Patrimonio sera donc réputé tant pour la qualité de ses vins que pour la qualité de son environnement. Par une protection désormais pérenne au niveau national, il pourra développer son écotourisme et valoriser au mieux ses produits du terroir. On va rester à Patrimonio avec nos invités du jour. On va aller chercher tout de suite. Oui. Mais avant cela, Ah non, on va quand même parler du plat qui n'a rien à voir avec la région de Patrimonio. On a fait un petit plat indien. C'est du tikka masala. Je vais y arriver décidément. C'est super bon, paraît-il, foie de marina. Vous donnez le plat, je vais chercher les invités? Oui. Allez, j'y vais tout de suite. Bon appétit. Raphaël, c'est un plaisir de vous voir. Vous n'êtes pas seul, non, il y a quelqu'un qui est là. Bonjour monsieur, Bonjour. prenez place. Bonjour. Enchanté. On se serre la main quoi, on se serre la main ici. Ça va Christina? Ça va, hein, toujours. Qui sont ces hommes? Alors, qui sont ces hommes? On va commencer par le sommelier. Raphaël Pierre Bianquette, qu'on ne présente plus, mais bon. Même si tout part du vin, hein, en réalité. Tout part du vin, mais tout part du vin, qui est sommelier. Oui. Et Un signe particulier. un signe particulier. C'est ça. Il connaît tous les vins de son pays. Vous connaissez- C'était vous un connaissez- petit voilà. clin d'œil Ouais, à l'enquête Oui. corse. à l'enquête corse. Oui, pardon. Mais on ne les connaît jamais assez, parce que c'est tous les ans de nouveaux vins, tous les ans, en permanence, il faut se mettre au goût du jour. Donc déguster et rencontrer des vignerons. Voilà. Vous les C'est connaissez notre quand même quotidien. bien. Non, mais Un petit peu. Ceci dit, c'est vrai, Raphaël, il y a des vins qui sortent, j'ai l'impression, des vins en Corse qui sortent tous les ans, moi. Non? Ou je me trompe, des nouveaux, en fait? Il y a des nouvelles cuvées parfois, Oui. si ce ne sont pas forcément de nouveaux vignerons installés, même s'il y en a de plus en plus, des jeunes qui s'installent. Et il faut le signaler parce que c'est important. Il y a un renouveau de toute façon. Il y a aussi les jeunes qui prennent la suite de leurs parents et puis qui donnent leur empreinte, leur Des savoir-faire. jeunes qui voilà. s'installent, d'ailleurs. Oui, en voilà un des bel derniers. exemple. Un des derniers, Nicolas. pas le dernier à Patrimoine, parce qu'on a des installations, pas tous les ans, mais il y en a eu quelques-unes depuis mon installation en 2007. Mais oui, un des derniers, oui. Donc C'est juste. Nicolas Mario Tibindi, qui est vigneron donc à Ouais. Patrimoine, et qui est vigneron bio. Oui, vigneron bio, oui. Oui. Vous êtes plusieurs maintenant à être bio, hein? Eh ben, 22 vignerons, on parle de. Oui, on a compté 22 vignerons 22, hein, bio sur les 36. Ouais. Ouais, donc ça, Alors, ça on commence va à être parler important. ensemble, bien sûr, de patrimoine, effectivement, de cette spécificité du bio dans le domaine de patrimoine. Mais avant cela, il y avait Célia, je vais y arriver décidément avec tous ces prénoms. Je vais reprendre mes esprits moi aussi, qui nous attend avec quelqu'un. Elle y tenait absolument. Célia, cette fois-ci, c'est bon. Bonjour Luc, bonjour Christina, bonjour à tous. Désolée,
désolée pour le faux départ, hein, le rêve ça se mérite. Alors on est en direct de Vico, on est au parc de regroupement. Je suis avec Stéphane Roux qui était l'organisateur d'une des étapes du Tour de championnat du monde à WTCC à Marrakech. Oui, tout Vous à êtes fait. la Bible des rallyes. Oui, alors c'est peut-être. Disons que mon premier Tour de Corse, je l'ai fait en 78, donc déjà j'ai quelques Tours de Corse à mon actif, et puis j'ai repliqué au jeu parce que le Tour de Corse historique, c'est vraiment une épreuve fabuleuse, une des plus belles épreuves du calendrier historique en voiture de course. Alors il y avait à peu près 250 équipages engagés, quelques-uns ont dû abandonner, et au classement, il en manque qu'un. Il en manquait, c'est Jean-Claude Andruet, il a dû abandonner hier. Hélas, Jean-Claude a dû malheureusement abandonner sur un problème technique, un problème d'embrayage. Jean-Claude, c'est une figure, c'est la grande figure du sport automobile français et du Tour de Corse en particulier. Il faut savoir que Jean-Claude, 3 fois vainqueur, 1970, 1972 avec une berlinette alpine, voilà. Et en 1974, il a fait débuter ici la fameuse Lancia Stratos dont on voit plein de modèles actuellement sur le Corse historique. C'est un personnage. Alors Jean-Claude, il faudrait une émission complète pour parler un peu du personnage. Sachez que c'est quand même la star du Tour de Corse, la référence. Et puis Jean-Claude, c'était un petit peu à l'époque, je dirais, un homme différent. C'est-à-dire qu'en reconnaissance, au lieu de passer 2 ou 3 fois pendant une journée, 2 journées, 3 jours en reconnaissance, Jean-Claude, il venait 1 mois. Alors des anecdotes, je pourrais vous en citer plein, mais il arrivait dans des villages. Il en partait pendant 2 heures. Le curé du village, ici à Vico, ça s'est fait. Les écoles, il emmenait les gamins avec lui dans l'école. Il n'a jamais dormi à l'hôtel. Il a toujours dormi chez l'habitant pendant toutes les reconnaissances. Alors, une légende est absente, mais des légendes, on en a plein derrière nous. C'est un rallye. C'est un rallye. Là, les plus belles voitures que vous entendez, extraordinaires, ce sont les VHC, les véhicules historiques de course. Alors effectivement, là vous avez tout ce qui se fait de mieux en matière de sport automobile entre les années 60, 70 et 80. Donc la fameuse berlinette alpine dont vous voyez un exemplaire derrière qui a gagné à 4 reprises le Tour de Corse avec des pilotes très connus bien sûr, Jean-Claude Andruet et puis bien d'autres. Et puis il faut savoir que ce plateau est un plateau évidemment complètement éclectique avec des voitures d'âge très différents. Alors par exemple vous avez des tractions avant tout début des années 50, et puis des voitures beaucoup plus récentes comme des Audi Quattro des années 80 ou l'R5 Turbo. On va en voir plein d'autres tout à l'heure, je vous promets. On se dit à rendez-vous dans 5 petites minutes. Bye bye. Allez, à tout à l'heure. Alors non seulement il connaît tous les vins de son pays, mais en plus il connaît toutes les voitures de son pays, j'ai l'impression, Raphaël. Elle a gagné en quelle année le Tour de Corse, cette Alpine? En 71, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui. Avant soit la Lancia Stratos, parce qu'à cette époque, elle rivalisait. Alors, on va parler un petit peu de l'AOC, de patrimoine, puisque c'est la plus vieille AOC. C'est la première. La première, d'ailleurs. La première AOC de Corse, 68. C'est une AOC qui est très dynamique. Oui, extrêmement dynamique. Et là, vous avez fait une bouteille commune. Alors, ça fait partie d'un des projets, on parle de projet onophile à patrimoine. Une succession de réussites, l'appellation 68. D'ailleurs, AOC, on dit encore AOC dans le vin, par contre avec le miel, avec tout le reste, non, on dit AOP. Même dans le vin, on parle d'AOP même. Ah, il y a une réforme IGP au niveau européen et on parle d'AOP. Donc l'AOC, d'accord, c'est obsolète. Obsolète, on l'utilise toujours parce que pour le consommateur, et puis même nous, on l'a tellement pratiqué qu'on dit AOC, mais bon, c'est pareil. AOC, AOP, c'est pareil. Donc 68, AOP. 68. 68, 68 AOC, AOP, oui, c'est vrai. 2000, la roue des vins. 98, le rendez-vous annuel du 11 novembre, donc la Saint-Martin, donc notre fête du village, où on goûte le vin nouveau, on partage un repas dans la tradition de Saint-Martin, donc la tradition du partage. Et puis 2013, la bouteille. La fameuse bouteille, voilà. La fameuse qui est 2 en fait. Hein, c'est la bouteille, et on en voit une claire. Oui, elle est déclinée en. C'est parce que c'est pour les 3 couleurs, c'est ça? Exactement. Enfin, pour les 3 couleurs de vin. Les 3 couleurs de vin, exactement. Oui. Qu'est-ce qu'elle a exactement. Non, parce qu'il y avait une confusion, parce que le muscat, on produit muscat à patrimoine. Non. Mais le muscat ne peut pas être embouteillé en appellation patrimoine. Donc, effectivement, ça concernera le rosé, le blanc et le rouge dans la bouteille teintée. Alors, c'était l'an dernier, cette fameuse bouteille. Oui. Pourquoi? À mon avis, deux choses. Il faut replacer patrimoine au sein de l'appellation. C'est-à-dire que ces dernières années, et j'en suis moi-même un des responsables aussi, on met en avant beaucoup le nom du vigneron, la marque, au détriment de l'appellation. Et donc, l'appellation finit par s'effacer. On ne parle plus que de vigneron et plus d'appellation. Et il est important, parce que c'est lui qui reste, c'est-à-dire le terroir, de le replacer dans ce contexte et d'être au contraire porté par ces vignerons.
quand on parle de patrimoine, on parle bien sûr des grandes, Arène, de Lecce, Gentile. Donc ces noms-là pourraient porter le nom de patrimoine au plus que maintenant. D'accord. Mais c'est aussi une question de visibilité, on dira, dans les commerces et aussi, non? Alors, oui, c'est juste. Et puis la bouteille a ce design qui permet de bien visualiser le nom et de bien le différencier. Mais c'est vraiment plutôt la défense de notre terroir et la valorisation de notre terroir. C'est vraiment replacer le nom patrimoine et qu'il soit visible. D'accord. Vous avez vu une différence, vous, Raphaël, puisque vous, sommelier, vous êtes là pour servir le vin, depuis qu'il y a cette bouteille avec patrimoine, il y a eu un avant, un après? Elle est plus facile à identifier, évidemment. Alors, tous les vignerons n'y adhèrent pas encore, je crois. Non. Ah. Il n'y a pas une On a que obligation. 9? Combien Non, vous êtes mais- de vignerons sur le domaine, sur le vignoble de patrimoine? 36, je vous disais, avec les 36. 2 dernières installations des enfants à Mais Rennes. équipé par bouteille, vous vouliez dire Oui, non, peut-être? et en bouteille, il n'y en a que 9. Donc. Non, un bon tiers. Un bon tiers, mais c'est un démarrage, c'est la première année. Et puis, il faut comprendre qu'on a un attachement, moi-même, j'ai un attachement particulier à la bouteille que j'ai choisie depuis ma création. Et donc, abandonner une bouteille qui a été choisie, c'est Eh oui. difficile. Bien sûr. Mais néanmoins, quand c'est pour servir une cause aussi belle et défendre son appellation, je pense que c'est quelque chose de louable. Donc, je le ferai moi aussi. Raphaël, on vous a coupé, donc allez-y. je vous en Non, prie. juste pour ajouter aussi, entre autres, que parmi ceux qui ont adhéré, il y a quand même les plus grands Oui. producteurs comme Montemagne et Oringa, Oringa de bien Gafford, sûr. qui à eux représentent presque la moitié de la Au moins la surface moitié de l'appellation. patrimoine. Donc, oui, effectivement, Donc, la moitié des bouteilles qui sortent de Voilà. l'appellation. ont cette visibilité maintenant, c'est juste. cette identification, et bien sûr que ça sert, mais ça sert l'appellation, ça sert le terroir, ça sert tous les vignerons. C'est ça une appellation d'origine contrôlée ou une appellation d'origine protégée. C'est défendre un cahier des charges, défendre un savoir-faire, défendre une typicité. Voilà. Et la bouteille joue son rôle, parce qu'on va Qu'est-ce- l'identifier plus Qui facilement. est-ce qui la fabrique, cette bouteille? Elle est au, Alors, elle est au coût de chacun? Comment? Pardon? C'est que tout le monde, chaque vigneron la paye ou Oui, vous- effectivement, mais c'est-à-dire qu'on va s'adresser, en l'occurrence, bon, je ne vais pas donner le nom du verrier, mais et chacun achète sa bouteille, oui, auprès de ce verrier. Alors, chaque vigneron, parce que la liste des vignerons correspond effectivement à la liste des vignerons de patrimoine, il pourrait y avoir un fantasme, imaginer que quiconque pourrait acheter cette bouteille. Non, elle est réservée exclusivement aux vignerons du terroir. Voilà. Et chacun peut en faire la demande et acheter cette bouteille. Il n'y a pas un surcoût pour tout le monde, non? Non. Je sais pas, je vous dis ça, moi. Non, Non. non, 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 Je non, crois non, pas, parce non, que la c'est bouteille- c'est une manière aussi, comme j'allais dire une coopérative, on fait de fédérer, Oui, tout à fait. Oui. Au contraire, il y a Tout à plus fait. de volume de cette bouteille-là, du coup, et Ça peut peut-être même une petite diminuer les économie prix. d'échelle. Et puis voilà. c'était dans l'intérêt aussi du fabricant, de manière à fidéliser aussi, parce que par exemple moi je ne distribue pas chez ce fabricant-là. Le fait je serai obligé maintenant de m'adresser à lui, vous voyez, donc il va ramener certains vignerons Ok. à ses produits. Beaucoup de nouveautés dans votre AOC, Oui, il y en a AOP. d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais il y a Célia qui nous attend sur Oui. la grille de départ ou d'arrivée, je ne sais plus. C'est l'arrivée ou le départ déjà, Célia? Tiens, rappelez-moi, je ne sais même plus, Oui, moi. Luc, là c'est le parc de regroupement. Alors, au lieu de vous rappeler ça, je vais vous rappeler plutôt que c'est un tour de légende. Alors, je suis dans une voiture de légende qui est une Porsche 911 et je suis avec un monsieur qui porte un nom de légende, c'est Claude Ruiz Picasso, fils d'eux. Alors, dans la famille, on était plus tourné vers les arts, hein, on était un peu plus zen. Pourquoi vous vous êtes pris de passion pour les sports automobiles et les rallyes? Parce qu'on y fait des amis, c'est un accident assez tard, c'est venu assez tard, et on y fait des amis. J'y vais pour l'ambiance, une espèce de camaraderie qu'on a dans le milieu d'automobile, tout le monde se tutoie, et puis il y a une chose qui est intéressante, c'est que il n'y a pas de doute avec ce que l'on fait, il y a le chrono. Et le chrono, pour moi, c'est calmant. Le chrono, c'est calmant. Oui, c'est calmant parce que j'ai pas besoin de me prendre de chou pour ça. Interpréter quoi que ce soit, c'est clair. On fait le temps qu'on fait. Ça, Et pourtant, c'est une voiture qui fait un boucan de tous les diables. Est-ce que vous pouvez nous faire écouter ça? Oui, bah oui, bien sûr. Vous allez voir. Écoutez bien, Luc. Hop. Wouh, ça, c'est Adieu. ça y est, tu dirais. Alors écoutez si on y arrive. Voilà. Ça, c'est un beau bruit. Est-ce que vous avez d'autres voitures de collection? Oui, j'ai d'autres voitures qui font du bruit. Vous avez d'autres voitures qui font du bruit? Et bien sûr, mais pour courir seulement. C'est pas pour se balader, pour faire le joli, le plus gigolo ou je sais pas quoi. Non, j'ai C'est une du voiture sérieux. que pour courir, pour retrouver les amis et particulièrement, j'adore l'ambiance que Yves Loubet met, Ça va. met dans ses rallyes à lui. Alors je fais le Maroc
et puis la Corse. D'accord, ben merci beaucoup Claude. Moi je vais essayer de me remettre de mes émotions hein, et puis je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Célia. À tout à l'heure. Elle a gagné le Tour de Corse en quelle année celle-là, Raphaël? Aucune idée. Elle n'a jamais gagné. Oh, bien. Non, Moi, on je sait voulais. pas. Pardon, hein, je vous coupe dans. Elle est concentrée, aussi. Ouais, je suis dans le vin là aujourd'hui. Alors, il y a d'autres projets? Parce Oui. que c'est pas que ça, là où c'est l'AOP Patrimoine. Bien sûr. Vous avez bien d'autres sûr. projets? Alors, des projets qui vont aboutir, qui ont déjà en partie abouti, c'est-à-dire le classement du vignoble. Hein, il y avait un sujet tout à l'heure, hein, j'entendais, cet été. Et puis, le projet de la Maison des Vins, donc le projet le plus ambitieux, qui devrait être finalisé en juillet 2015. Il doit être finalisé en juillet 2015. Donc la Maison des Vins, pour ceux qui ne connaissent pas. Comme moi, par exemple. Il y en a un autour de la table, là. Donc, une C'est maison quoi, des cette vins, maison donc des ça va vins être un pôle. Alors, c'est dans cette définition de l'agro-tourisme, hein, et définir un tourisme œnophile, donc ça va être un point d'accueil, hein, une présentation du vignoble et une manière aussi de faire la promotion des vignerons et de notre territoire. Donc, à la fois la promotion des vins et des vignerons, mais aussi la promotion du territoire du nez, bio-classé maintenant, et ça va concerner aussi tous les autres artisans, les apiculteurs, les potiers. Tout le monde va en profiter. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Raphaël, qui avez une vue plus d'ensemble? Là, vous n'avez pas le nez que sur Patrimoine. C'est une démarche originale qu'ils font, non? Et surtout Oui, intéressante. Ils sont pionniers un petit peu Ouais. hein, dans ce. Comme toujours, il y a non toujours un temps d'avance à Patrimoine, j'ai l'impression. Mais c'est bien parce qu'il faut une locomotive et voilà, et les autres appellations suivent après. Mais en matière d'œnotourisme, en l'occurrence, c'est une première et c'est une belle chose cette maison des vins. Qui va pouvoir développer, accueillir, orienter. C'est un enjeu capital en Corse. Hein, Bien sûr. Récemment encore, là, il y avait un article il y a 2 jours dans Corse Matin, Oui, hein, où décidément. une maître de conférence. Vous occupez tous les espaces médiatiques. Non, on ne parlait pas de patrimoine, mais on parlait des enjeux tourisme et agriculture qui pouvaient s'affronter. Et la meilleure définition était d'accorder les deux. Voilà. Donc là, C'est ce que vous essayez de faire. C'est ce qu'on essaie de faire. bien sûr. vous interviendrez donc dans la Maison des Vins. Peut-être, certainement, puisque. Il intervient partout, Raphaël. Oui, mais mes activités bien sûr. professionnelles Je le souhaite. m'amènent à faire de l'œnotourisme et probablement m'amèneront jusqu'à Patrimoine, où j'ai eu la chance d'être intronisé l'année dernière par la confrérie de la Saint-Martin. C'est juste. Alors, les vendanges sont finies, là, hein? Les vendanges sont finies. Non, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Oui, mais il y a quelques. Certains. Parce que, comme le domaine de sortes de- Montemagne, par exemple. Tiens, c'est pas encore tout à par fait exemple. fini. Ah, Et on d'accord. retrouve Francesca, si vous le voulez bien. Je vous invite maintenant à découvrir l'un des domaines les plus importants de Patrimoine, le domaine Montemagne. 110 hectares. À l'origine de ce fabuleux domaine, de cette aventure, un seul homme, Louis Montemagne. Et aujourd'hui, le maître d'œuvre de ce vignoble, une jeune femme, Aurélie Melleret, elle est œnologue. Je vous invite à partir à sa rencontre et à découvrir son métier. Aurélie Melleret, bonjour. Bonjour. Vous êtes œnologue à la cave Montemagne, ici à Patrimonio. Parlez-nous un peu de votre métier. En quoi ça consiste? Il y a un grand travail à la vigne puisqu'il va falloir décider de la date de vendange de chaque parcelle. Donc il y a ce travail en amont où on fait des prélèvements de maturité, on déguste les baies, les grains de raisin. Et donc après, avec un suivi quotidien des parcelles, puisqu'il va falloir valoriser au maximum le terroir, les parcelles, s'adapter à chaque terrain et donc pour faire exprimer au mieux le terroir. Ce terroir exceptionnel de Patrimoine. Ici, justement, on est où? C'est du cépage, c'est quoi comme cépage ici, Aurélie? Donc ici, nous sommes à Carco, sur une parcelle de jeunes vignes de Vermentino. Donc le cépage blanc de Patrimoine, qui est un cépage extraordinaire, qui me rappelle par sa finesse les blancs alsaciens dont je suis d'origine. Et c'est un cépage que j'adore travailler. Le vignoble de Patrimoine a été classé au patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça change quelque chose dans votre travail? Eh bien, puisque j'ai un rôle au niveau de la vigne, au niveau du palissage, de l'enherbement, des conseils sur la tenue donc, du feuillage, puisqu'il faut respecter dans le cahier des charges de la haussier de Patrimoine une certaine surface foliaire. Donc l'œnologue a un rôle à jouer effectivement sur l'esthétique de la vigne indirectement, puisque une vigne bien tenue
permet de faire une très belle matière première, très importante pour faire de bons produits. Vous allez nous raconter tout ça, on va aller au laboratoire et là on va vous voir un petit peu à l'œuvre. C'est une autre facette de votre travail. Hein. Je vous suis, on part, on y va, c'est par là. Nous voici, Aurélie, dans un autre lieu, un autre espace. Après le terroir, la vigne, tout ce qui est extérieur, nous voici au laboratoire. C'est un moment important ici, vous y faites quoi? Dès qu'on fait les prélèvements de maturité, on analyse aussitôt les acidités, les degrés potentiels au laboratoire. Et une fois que le jus est entré dans la cave, effectivement, on analyse les équilibres, les volatiles, les SO2, les acidités, les alcools. Donc ici sur place, on peut faire toutes les analyses. Combien de temps faut-il pour élaborer un vin? Avec les nouvelles technologies, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut réaliser, si on veut, un produit filtré, fini, beaucoup plus rapidement. Donc, tout est question du produit qu'on veut obtenir au final. Donc, ça peut aller de 2 mois jusqu'à 24 mois en fonction de l'élevage. Parce qu'il y a le processus de transformation du jus de raisin en vin. Mais après, il y a tous les processus d'élevage, par exemple d'élevage en barrique, d'élevage sur lit. Donc, ça, c'est très variable comme durée. Il y a également la cave où là, vous allez de nouveau sur le terrain, goûter le vin, regarder la température, ça fait partie aussi de votre travail d'œnologue. Hein. Tout à fait. Donc l'outil numéro 1 de l'œnologue, c'est le nez, puisque quotidiennement on goûte les vins, les jus en fermentation. Outil vraiment à entretenir, il faut travailler son nez. La femme a plus de cellules olfactives que l'homme, donc on peut dire qu'on a un avantage au niveau de cet outil, mais donc il faut quand même l'entretenir, travailler sur l'identification des odeurs, voilà, puisque on a un produit avec des centaines d'arômes différents. On va le goûter peut-être, hein. Voilà. Alors là, ça va être la fin de notre entrevue. Merci en tout cas Aurélie Melleret. À consommer bien sûr avec modération, vous le savez tous, et puis je vous souhaite... On regardait attentivement. Oui. J'ai beaucoup d'émulation autour du vignoble de patrimoine. J'ai l'impression super équipé, de plus en plus de femmes qui ont plus d'ailleurs de sens que nous. Oui. Il se passe vraiment quelque chose autour de ce domaine. Oui, ben, c'est des signes forts. C'est le nombre d'installations, très important. Les reprises d'exploitation, donc de nombreux enfants, garçons ou filles, reprennent les exploitations des parents et les plantations. Donc c'est vraiment le signe. Ça grandit encore d'ailleurs ou pas? Le vignoble, mais énormément. Oui. Ah oui. Moi, je suis l'auteur de... Bon, c'est rien du tout, à l'échelle du vignoble, même de 4 hectares de plantation. Je travaille aussi pour un domaine qui a planté et qui va planter. Et tout autour de moi, je ne connais que des gens qui plantent. Sans affecter l'arôme, la typicité de patrimoine, Raphaël? Alors, on le verra peut-être tout à l'heure. Il y a une grande diversité au niveau géologique, donc on reviendra sur ce petit détail. Mais qui dit patrimoine pense forcément à un cépage qui est le Nieluccio. C'est l'appellation en Corse qui met le mieux en avant ce cépage, qui l'utilise le plus. C'est pratiquement des monocépages, pratiquement uniquement du Nieluccio dans la production des rouges, en tout cas. Mais est-ce qu'il évolue, ce rouge, ou pas? Est-ce que vous le sentez évoluer ou pas? Ou est-ce que vous voulez dans la manière de le travailler? Non, pas dans la manière de travailler, dans son goût, je dirais. Je veux pas dire, on n'a pas le droit de dire qu'il est bon ou pas bon, mais est-ce que ça évolue ou est-ce qu'on reste vraiment sur du patrimoine? Non, tout évolue, bien sûr. Oui. Le vin est lié à la gastronomie. La gastronomie évolue, c'est-à-dire qu'on travaille des produits du terroir en Corse, mais on les travaille de manière moderne maintenant. On n'est plus sur la même cuisine que celle de nos parents, nos grands-parents, même s'il faut la conserver. Et le vin suit cette logique. Allez, on retrouve Célia qui est avec un invité exceptionnel. N'ayons pas peur des mots. Célia, c'est à vous. Alors, Luc, je ne sais pas si je dois faire une révérence, mais en tout cas, j'ai un invité exceptionnel. Avec moi, c'est le prince Abdullah Al Thani qui court avec le numéro 67 en Stratos. Alors, prince, l'an passé, vous étiez venu, vous avez découvert la Corse avec la voiture de James Bond, la vraie Aston Martin. Mais c'était peut-être un petit peu hors sujet. Et cette année, vous revenez avec une voiture de légende, la Stratos. Oui, l'année dernière, j'ai essayé le Aston Martin, le DB5, mais ce n'est pas la voiture pour cette rallye. Mais quand même, j'ai reçu finir le rallye avec l'Aston Martin. C'est déjà beaucoup. Oui, et cette année, j'ai venu avec le Stratos. J'ai fait le tour auto avec. Et là, j'ai fait le tour de Corse.
Vous avez fait le Tour de Corse. Alors là, vous êtes combien à peu près dans le classement? Bah, ce matin, tu sais, le classement c'est un peu différent, mais j'étais 76. Et je pense que je vais commencer à monter un petit peu. Et vous me confiez que vous regrettiez de ne pas avoir pris l'Aston Martin avec les missiles pour faire du ménage sur la route pour passer devant. Ouais, mais quand même, c'était une bonne expérience l'année dernière, quand même. Et cette année, c'était bien, mais il fait tellement chaud là, c'est comme une route. C'est dur. Et cette voiture, elle a déjà fait une course, elle a couru en 76, c'est ça? Ou pas celle-ci? Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, c'est pas. Non. Pourtant, c'est une authentique. Oui. Bon, Ouais. très bien. Mais voilà, merci Luc, merci Christina. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres légendes, encore d'autres surprises. Merci. Merci. Alors on écoutait attentivement, elle a gagné en quelle année celle-là En 71. Il y a combien de vainqueurs en 71? Vous êtes spécialiste de l'année 71, non? C'est votre millésime, Je me demande 71. si c'est pas la Lancia Stratos, 71. Et s'il fallait choisir un vin de 1971, tiens, pendant qu'on y Oh, est. bonne question. Tiens, Un patrimoine. Non, franchement, Raphaël. je ne sais pas, en dehors de patrimoine, vous me Ah posez une non, colle, je là. sais pas, vous êtes sommelier. Moi, j'arrive, je suis dans un restaurant, j'ai dit, tiens, trouvez-moi, moi je suis dans 1971, qu'est-ce qu'il faut comme vin, Raphaël? Je ne sais pas, des vins aptes à bien vieillir déjà. On pourrait citer des vins structurés comme des Châteauneuf-du-Pape ou des... Mais alors, ça me permet, alors il ne reste pas beaucoup, on aura le temps d'en parler dans la dernière partie de l'émission. Est-ce que c'est des vins qui peuvent vieillir, Mais les vins justement, de mais chez vous vous? vous parliez, moi j'ai goûté un 75, un Marfisi 75 qui était exceptionnel. Voilà. Donc, Patrimoine. un patrimoine. Mais c'est à consommer avec modération. Oui, bien on sûr. le répète vraiment. Donc le vin de Corse se garde désormais. On peut faire du vin de garde. Mais il se gardait. C'est que on a l'habitude de le distribuer rapidement puisqu'on profite de cette activité touristique, donc on le vend. Mais le Vermentino notamment se garde très très bien, vieillit très très bien. Donc on a tout intérêt à les garder, oui. Il y a beaucoup de bouteilles qui sont écoulées tous les ans. C'est 75 000. Je sais pas les Il sait pas les chiffres, c'est plus. C'est-à-dire au niveau Corse, au niveau. Oui, au niveau en Corse. beaucoup plus. beaucoup Énormément. Oui, D'accord, non, plus que c'est ça. en millions de bouteilles. que ça se fait. D'accord. Millions de bouteilles, oui, Oui. bien sûr. On révise nos chiffres, on révise notre Oui, année 71. on révise. Et on se retrouve dans quelques petites minutes. On va parler justement du terroir, vraiment de la géologie particulière qu'il y a du côté de patrimoine. Et on va voir pourquoi ça fait des vins d'une typicité typiquement typique. Allez, on se retrouve dans quelques petites minutes avec nos deux invités. Et Célia Petroni qui sera encore avec des pilotes, j'en suis sûr. À tout de suite.